Aujourd'hui, présentement, ce que vous voyez, c'est qu'on transforme de la morue salée séchée. Cette morue-là provient d'Alaska, est transportée ici par train. Elle part de Seattle jusqu'à Montréal et est transportée de Montréal à Sainte-Thérèse-de-Gaspé en camion. On commence avec justement le tranchage du poisson, qui est une technique complètement... c'est une expérience qu'il faut maîtriser. La morue est ensuite tranchée pour ensuite aller être nettoyée. C'est ici qu'on voit qu'ils enlèvent les oreilles, ils enlèvent le sang qui reste après le tranchage pour être ensuite transmis dans le bac où la morue est salée pour une préparation jusqu'à 3 jours complètement dans les bacs. Ça prend une bonne technique, encore là, qui est maîtrisée par peu de personnes pour bien saler la morue, parce que tu as l'épaisseur de la morue ici, que dépendamment de l'épaisseur, il faut mettre un peu plus de sel et un peu moins de sel, tout dépendamment de la grosseur de la morue. Premièrement, le plus grand défi, c'est de recevoir le poisson parce que la morue se fait de plus en plus rare. Ensuite, c'est d'effectuer la bonne coupe, ce qu'on appelle le 8 au tranchage, que vous pouvez venir voir directement ici. C'est vraiment une technique qui, quand c'est coupé à la main, c'est plus parfait qu'à la machine. C'est sûr qu'à la machine, on pourrait passer plus de volume dans une journée, mais la technique manuelle reste encore la meilleure technique pour avoir une meilleure qualité de poisson. Présentement, ce qui tranche, c'est qu'il tranche vraiment toute la colonne de la morue. Cette colonne-là est ensuite redirigée vers une autre station. C'est là qu'on enlève la chair de nauve, vraiment la nauve de la morue. Pour certaines personnes, c'est considéré comme le filet mignon de la morue. Évidemment, avec les grandes découvertes, on découvre justement ces terres nouvelles, puis les explorateurs, puis précédés même par les pêcheurs européens, vont découvrir le golfe du Saint-Laurent et se rendre compte qu'il y a une quantité absolument phénoménale de morue. Ça va être noté dans les récits des explorateurs. Puis rapidement, on se met à exploiter ces pêcheries-là pour le compte de l'Europe, au départ. Dans le fond, on passe l'été ici, on pêche, on transforme et ensuite on retourne en Europe. La grande richesse pour l'Amérique du Nord, pour le golfe du Saint-Laurent, c'est vraiment la morue. C'est quelque chose qu'on a un peu méconnu dans l'histoire, mais son importance est très grande au sens où on va nourrir l'Europe. D'abord et avant tout, on a une Europe, dans le fond, qui est en plein développement, qui est en expansion, qui découvre ces nouveaux territoires-là. Puis, c'est peut-être pas aussi spectaculaire que l'or, si on veut, de l'Amérique centrale puis de l'Amérique du Sud, mais dans le fond, de manière très pragmatique, c'est une entreprise qui génère beaucoup d'argent,
qui nourrit, c'est ça, des millions de personnes en Europe. Fait que c'est une grande importance au plan stratégique. Puis ensuite, de cet état de fait-là, c'est ce qui va permettre l'établissement aussi des gens dans le golfe du Saint-Laurent, puis de manière générale en Nouvelle-France, puis au Canada. C'est carrément une révolution au plan alimentaire. Je pense qu'on a de la difficulté à se replacer un peu à l'époque, mais dans le fond, cette conservation-là qui permet d'allonger sa vie, dans le fond, sur des mois, voire des années, dans le fond, au plan commercial, a un grand intérêt au sens où là, on peut la transporter sur des grandes distances. Donc, on peut la transporter un peu partout au sein de l'Europe, si on veut, dans une optique plus terrestre. Mais aussi, on peut la transporter sur des grandes distances sur l'océan. Fait que, vu son abondance et vu ces techniques de conservation-là, comment dire, totalement révolutionnaires, ça va devenir un produit d'une très, très grande importance. Surtout qu'au plan culturel, en Europe, les catholiques, justement, vont beaucoup restreindre la consommation de viande. Fait que le poisson devient culturellement une denrée, en fait, qu'on va privilégier puis qui va être importante, évidemment, pour la vie des individus. La Méditerranée, en fait, qui est le principal marché, surtout pour la morue de qualité supérieure. Fait que c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est le Portugal. C'est les 3 grands pays où on va en vendre le plus. On en vend un peu partout, quand même, en Europe, mais les grands marchés, c'est ça, c'est vraiment les pays catholiques aussi. Il y a un lien très fort entre la religion aussi, puis la vente du poisson. C'est un des premiers produits qui vont donner naissance à la mondialisation en réalité. Dans le fond, ce commerce-là de l'Atlantique triangulaire, c'est un prélude, dans le fond, à la mondialisation des marchés. Puis clairement, la morue est un des produits forts, je dirais, de ce grand commerce-là, à cause de sa faculté de conservation, comme ça, sur des très, très longues durées. Les premiers clients, c'était les Géorgiens qui ont développé ce produit-là. Ils avaient beaucoup d'usines en Gaspésie et ils ont développé ce type de produit-là. Avec les années, mais c'était un produit qui était vendu en Europe et qui était vendu aussi dans les Antilles, donc Porto Rico. On parle d'une industrialisation là, vraiment à partir du dernier tiers du 18e siècle. Puis la morue salée séchée Gaspé Cure, ben cette recette-là existe encore de nos jours. Mais c'est bien entendu qu'à partir du moment où le stock de morue a commencé à décliner, à la fin des années 80, mettant 31, 32 ans, 88, 89 étant les dernières bonnes années de pêche à la morue, ben ça a été très, très difficile parce que le moratoire de 93 a obligé les industriels de la Gaspésie, premièrement, à diminuer leur quantité transformée, puis même pendant un certain nombre d'années, 94, 15, 16, à importer de la morue à grands frais, parfois de la morue d'Alaska, qui s'est retrouvée ici, pour conserver au moins une base de marché. Là. Mais on a certainement perdu en matière de salé séché 90 % des marchés qu'on avait peut-être dans les années 70 même, ou dans les années 80, là, quand il y avait encore des débarquements importants de morue. Là. Dans les années 80-85, on va transformer entre 4 et 5 millions de livres par saison. À partir de 1989, quand les stocks et la pêche ne donnaient vraiment pas les résultats, quand le quota s'est mis à être un but presque inatteignable, au lieu d'être une limite, je me souviens que les premiers pourparlers par rapport à un arrêt presque obligatoire de la pêche, c'est 1990. Mais ça a quand même pris 2 ans avant que, à l'époque, c'était John Crosby qui était le ministre des Pêches. John Crosby, en 92, a signifié l'arrêt de la pêche. Mais on ne parlait pas encore de moratoire. Il y a eu un arrêt temporaire, mais devant l'évidence, c'est qu'on n'arrivait tout simplement pas à capturer le poisson. L'entreprise existe depuis 1970 et 95 % de notre transformation en 70 était la morue salée séchée.
on parle certainement de 2 à 3 000 personnes avec les travailleurs d'usine au Québec là, qui ont été mis de côté, qui ont été mis au rencard, mis à l'écart des pêches en raison du moratoire de 92 et 93. Dans le bassin, au fond à droite, il y en a, c'est très salé, ce qu'on a vu de l'autre côté. Certainement, ce que vous retrouvez présentement, c'est de la morue salée presque à 60 %. Et quand le processus d'entreposage dans les bassins va être terminé et qu'on va la laver, le but, c'est d'atteindre une morue salée séchée à 48 %. Ici, principalement, on fait 2 types de morue salée séchée. Une qui atteint le 48 % de sel et une qui atteint le 42 % de sel. 42 % de sel est beaucoup plus vendu en Italie et le 48 %, ce qu'on fait présentement, est vendu surtout aux États-Unis pour une redistribution dans les pays comme Porto Rico. Ce qu'on voit aussi, c'est la 3e étape de la morue après avoir été tranchée, entreposée et puis mise en attente pour faire sortir à l'extérieur. Donc, est-ce que ces palettes-là, il y a beaucoup de livres de morue, vont être là longtemps? Ils vont être ici dans la chambre pendant encore 3 jours pour être ensuite redistribués vers les vignots à l'extérieur. Ici, on est autour des vignots où la morue qui a été salée doit se faire sécher par le vent et le soleil. C'est une étape très naturelle qui est nécessaire à la bonne qualité de la morue salée séchée. Alors, la morue va-t-elle être ici longtemps? Elle va être ici pour 3 jours. Elle a besoin de 3 soleils pour atteindre une certaine fermeté, pour atteindre un certain durcissement avant de pouvoir passer au séchoir mécanique. Nous, on fait du moyennement salé, qui est entre 42 et 48 % de sel. Le petit logo que vous voyez, c'est le logo de Gaspé-Cured. Gaspé-Cured, c'est un consortium de 4 entreprises situées en Gaspésie. Et c'est une marque qui existe depuis plus d'une trentaine d'années. Pour le manger, on le fait dessaler dans une première eau et ensuite il doit être bouilli dans une deuxième eau pour enlever le surplus de sel qui est dans le poisson. Tout est dépendamment du goût de la personne, c'est sûr. Mais un morceau comme ça peut valoir autour d'une vingtaine de dollars la pièce. Avec le niveau de sel que la morue atteint après le processus de transformation, tout ce qui est niveau bactéries, tout le niveau bactéries a été vraiment éliminé par le surplus de sel, qui est une ancienne technique de conservation des aliments, tout simplement. Mais on voit déjà qu'il y a une croûte qui s'est formée sur le dessus, ce qui nous dit que demain, elle va être prête pour être retirée des vignots, pour être acheminée vers les séchoirs mécaniques. Le Gaspé-Cured, c'est un produit qui a beaucoup moins d'ampleur qu'il y a 40 ans, par exemple, 30 ans ou 40 ans. Je pense pas que ça se perde, parce qu'il y a encore 2 usines qui en préparent et qui conservent leur marché. C'est un produit qui est exporté, donc c'est avantageux de se faire payer en euros ou en dollars américains. Les principaux clients de Gaspé-Cured sont vraiment la compagnie Canadian Fish aux États-Unis et 3 grands acheteurs italiens en Europe. Les marchés ont été perdus. On est devenu tellement dispendieux, comparativement à d'autres produits salés, c'est que la consommation a beaucoup diminué. Quels sont les produits compétiteurs de la morue salée séchée sur les marchés internationaux? Le produit Antilles d'auberge de Norvège. Tu as quand même la morue encore fortement salée de l'Islande, de la Norvège. Tu as les produits séchés, pas salés, encore de la Norvège et des îles Faroé. Mais c'est surtout le prix qui a fait qu'on a été remplacé. Ici, on est dans la salle de produits finis. C'est ici qu'on rentre la morue après avoir passé la journée, même 2 à 3 jours sur les vignots. Après avoir rentré la morue, c'est ici qu'on s'apprête à la faire décanter un petit peu avant de l'envoyer au séchoir.
Dans mes mains, on a une morue salée séchée qui n'est pas complètement sec. On voit qu'elle a une belle qualité. Grâce au soleil, on a vu que le ciel a remonté un petit peu sur le dessus, mais le taux d'humidité est encore trop haut. Donc, avec un bon 24 heures de séchoir, là, on va avoir un beau produit fini. On voit de la morue salée qui s'en va se faire sécher. Cette morue-là est prête pour s'enligner vers le séchoir. Dans le séchoir, elle va passer 24 heures avec le séchoir à air poussé, autour de 70 degrés Fahrenheit, donc entre 19 et 21 degrés Celsius environ. Pourquoi vous séchez à chaud? On sèche à chaud pour donner un beau produit fini, blanc, jaunâtre, puis avoir une belle croûte sur le dessus de la morue salée séchée. On voit que dans à peu près 24 heures, là, les chairs vont se former puis la colonne vertébrale va un petit peu plus ressortir. C'est vraiment pour donner un beau fini à la morue. Présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de classer la morue. Pour classer la morue, elle est gradée en 4 ordres de grade. On part avec Utility, qui est notre plus basse gamme, ensuite vers Commercial, Standard et Choice. Choice étant notre produit premium, je pourrais dire. C'est notre produit avec une meilleure qualité. Chaque ordre de grade est divisé par une grandeur qui est small, medium puis large. Oui, on dit le standard, le rouge. Oui. Là, c'est plus long. Ça fait donne un beau coup d'œil, ça fait qu'elle tombe du standard. Tandis qu'ici, regardez, il n'y a pas de sang, tout bien, pas de sang. Là, c'est juste correct. Il n'y a pas de tache. Elle se trouve être choice. C'est ce qu'on recherche. Oui, choice, c'est la meilleure qualité. Chaque boîte va être pesée avec un poids de 50 livres. Puis ces 50 livres-là, après ça, vont être strappés, étiquetés, dépendamment de la qualité de la boîte, et expédiés officiellement. Il y a encore de l'avenir, mais beaucoup moins que c'était des années 80-90. On a déjà produit environ 300-350 conteneurs de salé séché. Aujourd'hui, on en produit peut-être 5 ou 6 dans l'ensemble de la Gaspésie. C'est sûr que c'est un plus à notre production en fin de saison. Ça prend beaucoup de... C'est une méthode avec beaucoup d'expérience. Ça prend beaucoup de savoir-faire pour donner un bon produit fini. Et je pense que ces contrats-là sont bénéfiques pour l'entreprise jusqu'à temps qu'on peut en faire. Je pense que le Gaspécure va rester là pour rester. Mais puis il y a une fierté même, je pense, qui vient avec ce produit-là. C'est tellement ancré dans les traditions. On parle d'un minimum de 260 ans là, quand on remonte au groupe de pêche jerseyais, puis avant ça, si on remonte au Basque. Donc, il y a quelque chose qui est dans le sang, je pense, par rapport au Gaspécure. Moi, je ne suis pas inquiet de le voir disparaître. Un produit qu'on devrait développer de beaucoup. On a vraiment perdu notre place et ça nous prendrait des nouveaux consommateurs. Ce serait plus un produit qu'on essaierait de développer, un produit de niche pour certains pays.